Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. La 11e réunion du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre d'Addis Abeba se tient à Bujumbura au Burundi. Les travaux préparatoires ont déjà débuté et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y est attendu. La République démocratique du Congo attend de ces sommets des décisions plus contraignantes en vue du retour de la paix dans sa partie est. Le point avec Gisèle Toko. Écoute-nous. Cette 11e réunion de mécanisme régional et surveillance de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont prendra part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, permettra aux différentes parties de faire le point sur les avancées et les difficultés dans la mise en œuvre de cet accord signé il y a 10 ans. Parmi les matières à l'ordre du jour, la mise en œuvre des dispositions prises dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi sous le retrait des M23, la recherche de voies pour la désescalade entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui du Rwanda, Paul Kagame. À l'occasion de ce sommet, la République démocratique du Congo devrait introduire des amendements dans cet accord cadre dans le sens de la rendre plus contraignante, étant donné que 10 ans après, cet accord a plus marqué le pas que les points. Les 3 signataires, seule la République démocratique du Congo a accompli les 9 engagements lui imposés dans les textes et a même institué le mécanisme national de suivi. Une situation qui, en croire le porte-parole du gouvernement, rend impuissante la communauté internationale qui, en tant que garant du dit accord, devra obliger ces 2 autres signataires à fournir plus d'efforts dans la matérialisation des recommandations. Les efforts de l'accord cadre sont principalement annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers les infiltrations multiples et son influence directe sur le mouvement des terroristes du M23. Le journaliste Tite Liyongi réfléchit également de cette manière. Donc pour nous, nous disons que la République démocratique du Congo est en train de tourner toujours à rond. On ne donne pas des terrains pour ne pas dire des terrains convenables pour que le peuple congolais qui réside à l'est de la République démocratique du Congo puisse vivre une paix durable. C'est tous les jours que le Rwanda change de position, change de forme, et la République démocratique du Congo, à mon humble avis, doit apprendre à quitter la table des négociations. Au grand mot des grands remèdes, tirant profit de ce 11e sommet de Bujumbura, la RDC mènera un lobbying selon les indications du ministre d'État Antipas Moussa Nyamwisi pour la revitalisation des textes du mécanisme de suivi en vue de les rendre plus contraignants et coercitifs, notamment sous le respect de l'intégrité et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Au terme de ces assises de Bujumbura, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'exercice du mécanisme régional, devrait céder le bâton de commandement à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. En réaction à la mise en œuvre de cet accord d'Addis Abeba, l'expert en questions sécuritaires Jean-Jacques Wondo d'indiquer qu'il n'y a pas de chapelet de bonnes intentions. Les parties prenantes ne manifestent pas de bonne volonté. Suivez. 10 ans plus tard, on peut dire que cet accord n'a jamais été mis en place ni exécuté, donc n'a jamais été correctement appliqué, et c'était pratiquement un accord mort-né parce que au départ, quand il a été signé le 24 février 2013, c'était à la suite de la défaite du M23. Il fallait régler la question de groupes armés et de l'insécurité à l'est du Congo. Et aujourd'hui, 10 ans après, on a l'impression d'être retourné à la situation de départ, à la case de départ il y a 10 ans. Donc, on peut dire que cet accord n'a jamais produit ses effets. Ça devient une sorte de rituel diplomatique où à la fin de chaque réunion, parce que il y a le principe de la présidence tournante du mécanisme de suivi de cet accord, mais il y a des chapelets, des bonnes intentions qui sont énoncées, mais concrètement, on sent qu'il n'y a pas de volonté des différentes parties prenantes pour pouvoir mettre en œuvre cet accord.
Du côté de l'Union des Républicains, parti politique cher à Norbert Louyeye, on croit plutôt au bon résultat pour Paulin Mbumba, cadre de ce parti politique. L'accord cadre d'Addis Abeba fait partie des boussoles pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été joint par John Mukadi. Suivez. Je pense que depuis toujours, l'Union des Républicains a toujours été partisan de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et la réunion d'aujourd'hui pour nous, Union des Républicains, c'est la réunion de tous les enjeux. Je pense que cette fois-ci, la communauté internationale mettra la bouchée double pour sa mise en œuvre effective au niveau national, régional et pourquoi pas au niveau international, parce que l'accord cadre a le volet national, le volet régional et le volet international. Je pense qu'au niveau du volet international, la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, était ici. Ils avaient cimenté que pour eux, l'accord cadre fait partie de boussole pour résoudre la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Et au niveau régional, je pense qu'au niveau de l'Addis Abeba, nous avons suivi au mois de février et aussi, ils avaient opté pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et aujourd'hui, je pense que c'est la dernière chance pour la République démocratique. Venons-en au processus électoral. À présent, l'audit externe du fichier électoral. Après le refus de l'OIF, la Commission électorale nationale indépendante CENI attend convoquer la plénière pour désigner l'organisation qui mènera l'opération. Paul Moindo, rapporteur adjoint de la centrale électorale, l'a dit ce jeudi 4 mai devant la presse à l'occasion de la clôture des journées portes ouvertes consacrées à l'audit du fichier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Désistement de l'Organisation internationale de la francophonie à l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo, les Front congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale qui en a fait son combat prend acte mais reste vigilant, a dit le président de cette coalition, Jonas Tchombela. Il a été joint au téléphone par John Mukadi. Nous avons pris acte parce que c'est la demande de notre combat. Nous avons pris acte de ces désistements de l'OIF qui était devenu presque tout un problème pour le peuple congolais. Mais vous savez, quand il désiste ainsi, il se prépare en contrepartie à un autre plan pour revenir sous d'autres formes. Et nous sommes vigilants là-dessus, d'où la mobilisation se poursuit sur le terrain. Ce n'est que la victoire des batailles, mais la guerre reste rude et engagée. Et déjà ce samedi, nous allons encore nous mobiliser pour nous retrouver au centre des handicapés pour parler toujours de la mobilisation des citoyens congolais pour la souveraineté de leur pays et l'intégrité territoriale. Les élections de 2006, 2011, 2018, nous pouvons estimer que la RDC a déjà une expertise en matière d'organisation d'élections, y compris l'audit du fichier électoral. Donc l'alternative à ce stade, et au moment difficile de la RDC où nous sommes attaqués et avec sous l'œil indifférent de toutes ces organisations internationales, nous pensons que l'expertise locale existe et qu'on doit la mettre à profit dans l'intérêt supérieur de la nation pour que les données stratégiques du peuple congolais ne soient pas trafiquées et utilisées à d'autres fins et nous ne serons pas contrôlés. Voilà pourquoi l'alternative existe parce que l'expertise nationale est possible. Et au sujet justement de cette rénonciation de l'OIF à cet audit externe du fichier électoral, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, qui a été reçu mercredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, estime que si ce n'est pas l'OIF pour des raisons politiques, on peut trouver une alternative qui rassure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité. Regardez.
qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement, par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est, c'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI, qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima sait ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Voilà, donc je me résume en disant que nous sommes venus l'alerter et là, nous avons rencontré une oreille attentive et nous avons bien conclu. Dans un autre registre, sachez que 3 formations politiques, à savoir le parti Un Congo Nouveau, l'Alliance pour la démocratie et la liberté, ainsi que le parti Union républicain sont devenus membres de l'Alliance des partis alliés au mouvement des libérations du Congo. Ils ont signé la charte d'adhésion à cette grande plateforme électorale le mercredi 3 mai au siège de l'interfédéral du parti, cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, situé dans la commune de Kasavubu. Fiston Galé, Georges Eli Bengue était là pour le compte de CCTV. Présidé par l'Alliance des partis alliés au mouvement de libération du Congo n'est fait que s'agrandir, prouvant ici la crédibilité politique du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, mais aussi la capitale confiance qu'accorde l'homme politique congolais à cette machine politique qui est le MLC, dont l'ancrage politique au niveau national n'est plus à démontrer. Les partis pour un Congo nouveau, dont l'autorité morale n'est autre que Willy Bakonga Wilma, l'Alliance pour la démocratie et la liberté des Jean Kamisendou, ainsi que le parti d'Union républicaine du président Godefroid Mwana-Bwata, ont marqué leur adhésion à l'APA-MLC à travers la signature de la charte de cette plateforme électorale ce mercredi 3 mai devant le coordonnateur de l'APA-MLC, Kika Tangima, qui bien évidemment a pris acte de ces adhésions. Je prends acte de votre adhésion au sein de notre plateforme électorale APA-MLC. Mes très sincères félicitations. Les représentants de ces 3 formations politiques se sont exprimés sur les motivations de leur alignement. Comme vous le savez, pour un parti politique, c'est d'abord la base. Le PCN est sûr
d'amener à l'APA sa base pour, en vue de gagner les élections à tous les niveaux. Oui, nous sommes aujourd'hui officiellement alliés de l'APA MLC et notre apport politique, c'est d'abord notre propre implantation au sein de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est ce vent-là de la jeunesse que nous amenons au sein du parti politique, disons, de la plateforme APA MLC, parce que nous sommes un parti né dans le vent des mouvements citoyens. Nous sommes très heureux de signer aujourd'hui cette charte de partis politiques alliés au MLC. Vous savez, en politique, les alliances se font et se défont. Maintenant, nous sommes avec le MLC pour une cause électorale. Nous allons apporter un plus pour améliorer les scores, pour qu'ensemble nous puissions avoir beaucoup de députés et voir comment avoir la majorité au niveau du Parlement. Comme à l'accoutumée, le mouvement de libération du Congo était présent à la cérémonie par le truchement de son secrétaire national en charge des associations, regroupements et partis politiques, Dongoye Momobutu. Autre chose à présent, 2 semaines après le passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les différents chantiers des infrastructures de 9e G de la francophonie, la société New Sotem menace d'arrêter les travaux. C'est là après l'arrestation qu'elle qualifie d'arbitraire de son directeur général Gilbert Sizungu depuis le 26 avril dernier. Jean-Claude Mwamba nous en dit plus dans ce reportage. Nous, agents et cadres de New Sotem, nous venons pour faire part de l'arrestation arbitraire depuis le 26 avril 2023 de notre directeur général qui est détenu à la prison centrale de Makala. Pour votre gouverne, vous êtes sans ignorer que nous avons entamé l'atterrissage dans l'exécution des travaux du 9e jeu de la francophonie, dont l'échéance est fixée à cette fin du mois de mai 2023. Cette arrestation arbitraire est donc lourde de conséquences car cela va significativement impacter dans l'achèvement des travaux pour les raisons suivantes. Le directeur général est la personne centrale qui détient les différents contacts importants pour finaliser les 30% des paiements de commandes auprès des fournisseurs avant leur livraison. New Sotem est l'entreprise qui a en charge la voirie et réseaux divers du site des Martyrs et a l'obligation de fournir l'électricité et l'eau potable dans les différents bâtiments construits par les CGC, tels que les gymnases jumelés, les stadiums de basketball et les centres de formation construits par DEC-SARL. Ces entreprises ne seront donc pas servies si ces équipements, les câbles 200 mm, postes de sectionnement basse tension, inverseur automatique des sources 2000 A, tableau général basse tension de 2500 A et les citernes à fibres de verre de 210 m3 ne sont pas soldés pour leur livraison d'ici le 8 mai 2023. L'utilisation des bâtiments construits dans le cadre de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie est tributaire aux travaux que New Sotem exécute. Faute d'honorer le dernier paiement de 30% relatif aux commandes, il sera difficile de satisfaire aux besoins en énergie dans les différents bâtiments, d'où la nécessité de libérer le directeur général afin de lui permettre d'honorer ses engagements vis-à-vis non seulement des fournisseurs et partenaires, mais aussi du chef de l'État et de toute la nation congolaise qui attendent l'organisation de ces Jeux. Nous nous interrogeons sur les motivations réelles derrière cette arrestation qui intervient au moment même où le président de la République, à travers ses services, veut voir les travaux s'achever le plus tôt possible et ainsi permettre une issue favorable pour l'organisation des Jeux de la francophonie qui fait partie de ses projets prioritaires. Nous demandons donc l'implication de tous pour la libération du directeur général afin de permettre la finalisation à temps des travaux et livraison des infrastructures et l'échéance convenue pour la tenue des 10 Jeux.
En société, pour terminer, difficile de vivre au quartier Terre Jaune dans la commune de Lantsele par carence des robinets. Les habitants de ces coins de la capitale recourent à l'eau d'une rivière qui les aide aux travaux ménagers malgré que celle-ci est impropre à la consommation et sans se rendre compte des conséquences qui peuvent en découler. Notre reporter Papi Nzombo nous fait vivre cette triste réalité à travers ce reportage. Regardez. L'eau potable, une denrée rare au quartier Terre Jaune dans la commune de Lantsele. Les habitants souffrent pour en avoir accès. Ils sont obligés soit de débourser de l'argent pour avoir accès à quelques forages érigés dans ce coin, soit encore parcourir de longs trajets à pied avec des récipients sur la tête. À défaut, la population recourt à l'eau de cette rivière, impropre à la consommation, s'exposant ainsi à diverses maladies, étant donné que dans cette rivière, il y est déversé toutes sortes de déchets, voire même les matières fécales. Parce que tio les des eaux azali apesi bango maïté, mais maï le sel yango yende bango bayaka kusukola. Mais au bord il y a maïo bato batonga banda ezara kosumba na bango tio na bango toilette na bango ezali tracé ikolo na mai ekitaka kaka directement na mai masuba biloko bambwa bakokufa kuna ezali ebembe ezali baza kubwaka na mai ezali mai moko ezali na salité ezali na ba microbe ebele mais naza ko regretter pona bana ndenge kopekisa bango baza ko yokate. L'État atalaka azali peuple na ye pe Congo ya lobi nde bango yo mais soko bazali ko zarana ndenge ya manya bien komela te ezali pasi pona vie na bango eko zara lobi. L'eau est indispensable à toute vie, mais elle peut être également source ou vecteur de nombreuses maladies et provoquer la mort. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir.